Bonjour à tous, aujourd'hui avec Tiki, nous allons vous partager notre avis sur le dernier Mission Impossible, Mission Impossible 8, The Final Reckoning, donc le 8e opus de la saga, hein. Un nouveau Mission Impossible réalisé par Christopher McQuarrie, c'est son 4e où il est crédité en tant que réalisateur, mais on peut même dire que c'est son 5e puisqu'il avait été appelé à la rescousse en son temps par Tom Cruise pour sauver ce qui restait à sauver du protocole Phantom, hein, dont la réalisation est créditée à Brad Bird, mais c'est bien la vision de Christopher McQuarrie que l'on retrouve dans le montage final. Toujours dit que lui est crédité pour Rogue Nation, Fallout, qui fonctionnait en diptyque. C'est également le cas de Dead Reckoning et The Final Reckoning. On retrouve la plupart des personnages emblématiques de la saga, à part le personnage incarné par Jimmy Rayner, hein, qui a disparu des radars, les amis. Tom Cruise, hein, la star, pour certains, je dirais même la star qui focalise toute l'attention sur elle et qui laisse très très peu de place au second rôle et qui les fait presque passer pour des figurants. Voilà, c'est vrai que c'est une critique qu'on peut formuler à ce Mission Impossible, mais qu'on pouvait formuler d'ailleurs à tous les précédents films de la saga, et je dirais même à pas mal de films où figure Tom Cruise d'ailleurs. Donc voilà, il y a quand même il y a eu pas mal de critiques, notamment sur ce culte un petit peu là de la personnalité, qui est une fois de plus exacerbé dans ce dernier métrage. Donc on retrouve Hayley Atwell, hein, que l'on connaissait dans l'univers du MCU puisqu'elle a incarné l'agent Carter, hein. Voilà, très très bonne actrice, très très belle, qui avait été introduite donc dans la saga dans l'opus précédent. On retrouve bien évidemment Simon Pegg et pas mal d'autres personnages récurrents de la saga. De toute façon, la marque de fabrique des Missions Impossibles, c'est qu'il y a toujours un casting qui est incroyable et qui est long comme le bras. La durée du film, on est un petit peu dans le standard des dernières Missions Impossibles, hein. À peu de choses près, celui-ci est à peu près dans les mêmes eaux que Dead Reckoning. Il dure 2h49, hein, donc même un peu plus, il me semble, que Dead Reckoning. Le budget, par contre, il s'est complètement envolé, hein. Voilà, sur Wikipédia, on annonce un budget de 400 millions de dollars. Déjà, le précédent volet avait coûté la maudite somme de 291. Donc, je ne sais même pas si dedans on retrouve le budget marketing. J'espère, parce que sinon, ça sent pas bon pour qu'il rentre dans ses frais. D'autant que le précédent volet avait eu... n'avait pas eu un énorme succès, hein. Je ne sais même pas si c'était véritablement remboursé, avec du moins par rapport à son exploitation en salle. Celui-ci, il commence timidement, hein. Je crois que sur son premier week-end aux États-Unis, il a remporté, je crois, 63 millions de dollars, hein, ce qui n'augure pas forcément, c'est pas un succès à la hauteur d'un film qui a un tel budget. Donc ça, c'est sûr, on s'oriente dangereusement vers une contre-performance, hein, malheureusement pour Tom Cruise. Une nouvelle, j'ai envie de vous dire. Le synopsis, donc, même si le film sort 2 ans après The Dead Reckoning, les événements donc, qui sont relatés dans ce Final Reckoning, ça se passe vraiment quelques mois, je crois même 2 mois après les événements là, de Dead Reckoning. Donc Ethan Hunt et son équipe doivent affronter une menace technologique sans précédent. L'entité, une intelligence artificielle autonome capable de manipuler la vérité et de contrôler les systèmes mondiaux. Leur mission les mène à la recherche du sous-marin russe, le Sébastopol, qu'on avait pu voir dans le précédent volet et dont on se languissait de voir notre Ethan Hunt préféré. On se languissait d'imaginer comment il allait pouvoir s'infiltrer dans ce sous-marin,
échoués au fond de l'océan. Donc leur mission donc, les mène donc, à la recherche de ce sous-marin russe. Hein. Je dirais même qu'au début du film, ils ne savent pas véritablement ce qu'ouvre la clé qu'avait réussi à subtiliser Ethan Hunt. Donc dans ce Sébastopol, il y a le code source qui permettrait de neutraliser cette IA, qui a des plans bien salaces pour l'humanité. Mais ils ne sont pas les seuls à convoiter ce pouvoir. D'autres gouvernements, notamment les Russes, et d'autres ennemis veulent s'en emparer pour leurs propres intérêts, y compris le gouvernement américain, y compris l'ancien bras droit de l'entité, là, Gabriel. Donc il y a un scénario là, qui est finalement beaucoup plus dense que le laisser envisager le précédent opus. Hein. Ils ont un petit peu densifié, entre guillemets, les différentes adversités auxquelles notre équipe de Mission Impossible va devoir se confronter au travers de ce film. Donc moi, je ne vais pas faire mystère, j'avais adoré le précédent volet, Dead Reckoning, j'avais vraiment pas boudé mon plaisir, j'avais du coup pas trop bien compris les critiques et le non-succès de ce film, notamment après un Top Gun Maverick qui était excellent, mais je trouve que ce Mission Impossible Dead Reckoning proposait vraiment un spectacle euh, hyper jouissif, avec un petit peu à l'ancienne, avec énormément là, d'effets pratiques, de cascades réalisées par Tom Cruise. Ça fait tellement du bien de voir un film qui n'est pas tourné uniquement voilà, dans un studio avec ses écrans LED à 360 degrés ou devant des fonds verts. Donc voilà, ça c'est la marque de fabrique là, des films coordonnés par Tom Cruise, c'est que ben, voilà, ce sont des méga productions, mais on ne lésigne pas sur le déplacement des équipes à l'international pour aller filmer en décor naturel. On a des effets spéciaux, autant que faire se peut, qui sont réalisés avec des effets pratiques. Donc à l'écran, toute cette authenticité, en tout cas moi, ça m'apporte vraiment une énorme plus-value. Je retrouve voilà, le charme des films d'action des années fin 80, 90. Donc de toute façon, Tom Cruise a toujours, et il continue de le faire, notamment dans ses différents interviews, euh, il, il a une idée voilà, du cinéma d'action tel qu'il veut le proposer, et son cadre de référence, effectivement, ce sont des films d'une certaine époque. Mais voilà, ça fait tellement du bien quand on voit un film comme celui-ci, un petit peu à l'ancienne, mais avec un budget colossal et qui nous en met plein la vue. Donc, voilà, moi, c'est ce que j'aime dans la saga Mission Impossible. C'est un peu comme quand vous regardez un bon film d'horreur. Vous vous embarquez comme ça sur une montagne russe et vous vivez au travers là, de la durée du film voilà, plein de moments de forte intensité. Alors, c'est vrai que au travers des films Mission Impossible, il y a toujours parfois des scénarios un peu what the fuck, des scènes sans doute un peu trop, sont beaucoup trop énormes pour qu'elles soient finalement crédibles, mais voilà, c'est comme ça, c'est le concept de ces films-là, et je trouvais que Dead Reckoning était pas plus mauvais que les précédents opus. En tout cas, pour ceux qui aimaient la saga avec Tom Cruise, pour moi, c'était l'un des meilleurs. Hein. D'ailleurs, je trouve que Christopher McQuarrie, c'est vraiment le réalisateur que l'on retiendra là, de cette franchise. Hein. Certes, le premier opus avec Brian De Palma était très cool, mais voilà, j'ai une tendresse très très particulière là pour pour ces 4 derniers films hein, que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc voilà, moi j'adore voilà, toutes ces scènes d'action là, époustouflantes. Alors dans celui-ci, effectivement, il y en a sans doute un peu moins que d'habitude, mais par contre, à chaque fois, on est sur le cul, on cherche les effets CJ, on cherche ce qui nous permettrait de voir qu'il y a des trucages, qu'il n'était pas véritablement dans un sous-marin. Enfin, euh, à chaque fois, on essaie de voir, de déceler comme ça tous les trucages, comme dans la scène de fin là, d'acrobatie là, sur les avions, mais c'est complètement dingue. Ça n'a
aucun putain de sens. Ça c'est clair, ça a aucun sens, mais ça défie les lois de la physique. Mais par contre, quand on voit ce spectacle sous nos yeux, ben, on se dit: «Mais comment ils ont fait? Comment il a fait pour réaliser ces séquences-là?» Parce que tout paraît, hyper authentique. Donc ah ouais, c'est impressionnant. Donc ça, voilà, ça a aucun sens, mais c'est tellement beau, c'est tellement fun que, on en redemande. Donc ça a été quelque chose qui a été loué d'un point de vue positif par pas mal de spectateurs, mais ça a aussi été, critiqué. Voilà, ça c'est le propre de tous les Missions Impossibles, cette surenchère comme ça là de scènes d'action, ça peut faire le boulot, pour les gens comme moi qui aiment ce type de spectacle, mais ça peut être, épouvantail pour d'autres qui recherchent, des films avec un peu plus de réalisme, comme on pouvait l'avoir d'une certaine manière dans le premier Mission Impossible d'ailleurs, hein, de Brian De Palma. Hem, donc cascade de ouf, Tom Cruise, même s'il a pris un petit coup de vieux dans ce film, par rapport au précédent, hein, malheureusement, on peut pas non plus, lutter. C'est un peu voilà, lutter contre l'horloge biologique, c'est un peu, comme Destination Finale, hein. C'est comme, ouais, essayer de combattre la mort, c'est compliqué. Donc, dans ce film, on sent qu'il y a il est pas loin de passer un petit peu de cette bascule-là, mais en tout cas, il est toujours très, très crédible. Il a un physique, de ouf dans ce film, une nouvelle fois. On sent qu'il y a une préparation de dingos. Au niveau du scénario, pareil, ça a été décrié. C'est vrai qu'au niveau du scénario, c'est pas l'une des grandes forces. Je trouve que là, plus que dans le premier, euh, on- c'est à la fois simpliste et à la fois compliqué. C'est-à-dire que finalement, quand rétrospectivement on essaie de repenser le film, finalement, bon, il se passe pas tant de choses que ça, hein. C'est finalement assez linéaire, mais il y a plein finalement dans le scénario là d'éléments là qui le complexifient, notamment au niveau des différentes adversités, des différentes menaces. On a même un peu de mal à concevoir les enjeux, enfin les motivations de la menace, de certains antagonistes. C'est vrai que voilà, on se laisse porter par le spectacle, mais il faut peut-être laisser son cerveau voilà, à côté de soi, hein, et plutôt voilà, manger un bon cornet de popcorn à la place voilà, que de le faire fonctionner lui-même, hein. Donc voilà, au niveau du scénario, c'est vrai que c'est pas forcément. J'ai peut-être été légèrement déçu par tous les tenants et les aboutissants, et notamment ce que l'on saura en définitive de cette menace IA, et même de son sbire, hein, Gabriel, qui était plutôt intéressant dans le précédent volet et qui, même si on le voit tout le long du film, voilà, ce personnage-là est complètement inintéressant, j'ai trouvé. C'est un film qui était attendu parce que il se disait que ça devait être sans doute le dernier opus de la franchise. On pouvait même envisager un destin tragique pour Ethan Hunt. Bon, il n'en saura rien, les amis, mais c'est tant mieux. Mais par contre, clairement, c'est un film qui, un peu à l'instar de Deadpool and Wolverine, c'est un film qui rend hommage à tous les précédents opus de cette saga, hein, de 8 films, qui rend hommage à pas mal de personnages qui, bah, qui, qui ont eu un sort funeste au travers là, de cette saga. Donc c'est un film qui joue sur la nostalgie et qui rend hommage à ce qui a été fait. Donc je pense que la saga Mission Impossible ne va pas s'arrêter, mais on la reverra sous une autre forme. Et le personnage de Tom Cruise, on le reverra aussi, hein, mais sans doute plus comme voilà, le personnage principal. Peut-être que sans doute dans le rôle de celui qui organise, hein, qui missionne. Mais en tout cas, effectivement, c'est un film un petit peu testament à cette saga. Moi, à titre personnel, j'ai kiffé.
Voilà, ça a été critiqué par beaucoup. Ça, pour certains, alourdissait un petit peu le film. De toute façon, c'est l'émission Impossible, ils feront jamais enfin, ça divisera toujours parce que moi, à la limite, je préfère qu'il y ait moins d'action, mais qu'elle soit spectaculaire comme c'était le cas dans ce film-là. La scène avec le sous-marin et la scène avec les avions, elles sont quand même incroyables. Mais en tout cas, celle du sous-marin particulièrement, voilà, sauf à aller dans l'espace, ce que Tom Cruise envisage dans le futur, dans un de ses prochains films, c'était quand même. Cette scène-là, elle est juste magnifique. Donc, voilà, je préfère qu'il y en ait moins, en définitive, mais qu'elle soit plus spectaculaire, en plus, sachant qu'en plus, elles ne sont pas expédiées, elles durent quand même relativement longtemps. Après, effectivement, il y a eu voilà, peut-être un peu plus de scènes que d'habitude sur le développement des relations de Ethan Hunt avec les autres personnages. Moi, ça m'a pas dérangé outre mesure et je dirais même que j'ai plutôt bien apprécié cet aspect-là. Voilà, d'ailleurs, ça permet aussi de rendre certaines séquences dans le film plus fortes émotionnellement, donc je vais pas spoiler. Donc, en tout cas, moi, voilà, cette critique qui a été faite au film sur ce manque, on va dire, d'action, je ne l'ai pas ressenti, puisque, par contre, effectivement, cette confusion un petit peu au niveau du scénario, ce manque de travail sur la menace, sur ses acolytes ou autres, ouais, voilà, ça m'a un petit peu plus gêné. Donc voilà. Qu'est-ce qui a été dit au type? Donc voilà, antagoniste décevant, ça, voilà, ça c'est vrai que j'espérais autre chose. Voilà, même sur les motivations de cette IA, sur la manière dont elle se sert de ses capacités pour embrigader là, des hordes de fanatiques à travers le monde, pour qu'après, finalement, elle mette en place son plan. Et d'ailleurs, on peut se demander si elle arrive à mettre en œuvre son plan démoniaque, euh, son existence à elle-même n'aurait plus de sens. Donc en fait, voilà, j'ai trouvé que c'était pas très voilà, c'était un peu trop nébuleux. Et je crois que ça, c'est sans doute l'une des critiques les plus fortes qui restera sur le film, puisque dans les précédents comme ça, Mission Impossible, la menace, c'est vrai que elle était moins abstraite qu'on l'a ici, moins impersonnelle. On pouvait voilà, l'identifier à une personne ou à un groupe d'individus avec des motivations bien explicites, alors que là, finalement, c'est... Alors, paradoxalement, dans le précédent volet, il y avait plusieurs, à un moment donné, voilà, sources d'adversité et tout ça nous a mené tout doucement vers cet antagoniste de IA pour ce Final Reckoning. Et finalement, elle sera toujours restée comme une menace, on va dire, latente, mais jamais véritablement au premier plan. Et en plus, voilà, son acolyte principal, on va dire, un petit peu viré sa cutie, j'ai envie de vous dire. Et du coup, on a l'impression qu'on a plein de groupes d'individus là qui courent après une chose et il y a une course contre la montre, mais on ne sait pas véritablement ce à quoi on est confronté. Donc, moi, en tout cas, globalement, j'ai vraiment bien apprécié. Je mentirais si je disais que j'ai autant apprécié que Dead Reckoning. Non, sans doute que j'ai préféré le précédent volet, mais celui-ci, j'ai vraiment kiffé. On a reproché à ce film l'omniprésence de Tom Cruise. Ça, c'est vrai. Qu'il est sans doute trop présent, qu'il attire sans doute trop de lumière sur lui et qu'il laisse pas suffisamment de place aux autres personnages, ne serait-ce que pour qu'ils aient des scènes eux-mêmes emblématiques. Mais voilà, c'est une certaine idée comme ça du héros. Encore une fois, on en revient un petit peu au film des années 80-90, avec des Stallone, des Schwarzenegger, des Van Damme, j'en passe, des Bruce Willis. Et
C'était un petit peu ça aussi. Moi, j'aime bien les valeurs que porte aussi ce héros, hein. Cet humanisme qu'il a en lui et qu'il transpire. Bah, j'adore toutes ces valeurs positives, hein, que développe ce personnage-là. De manière générale, j'apprécie particulièrement, moi, les productions euh, de Tom Cruise, hein, parce que on peut vraiment dire que même si ce sont des films mis en scène par des réalisateurs, hein, comme Ralph McQuarrie, comme Christopher McQuarrie, qui, qui est un bon, mais voilà, tous les films où intervient Tom Cruise, il les chapeaute, et quelque part, les réalisateurs, ce sont des faiseurs, mais qui travaillent selon les instructions que leur donne Tom Cruise, hein. Ce sont ses films. Donc, de la même manière qu'on peut aller voir le dernier film de Christopher Nolan, on peut dire qu'on va voir le dernier film de Tom Cruise, réalisé effectivement par Christopher McQuarrie, mais on va dire que ce sont des Tom Cruise, quoi. Donc, sans doute que il est voilà, qu'il aime bien focaliser l'attention sur lui, hein. Il est sans doute un peu mégalo, mais voilà, c'est un acteur qui est tellement charismatique. Dans ces films-là, il portait des valeurs que j'apprécie énormément, hein. Euh, je- je- il y a pas mal de séquences au niveau des dialogues que je trouve, voilà, très, 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 très fortes, hein, notamment quand il dit au personnage incarné par Elliot Well, je peux pas te garantir qu'il t'arrivera rien, mais ce que je peux te garantir, c'est que ta vie euh, aura toujours plus de valeur que la mienne. Enfin, il le dit pas de cette manière-là, mais il y a plein comme ça là, de répliques qui sont vachement fortes. Voilà, c'est vraiment un modèle de héros, moi en tout cas, qui me parle. Euh, c'est un petit peu, d'une certaine manière, là, l'évolution de ce personnage, ça me fait un peu penser à Snake Plissken, là, dans les New York 97, où à la fin là, de chacun de ses films, il fait un gros fuck à tout le monde. Quelque part, Ethan Hunt, c'est quelqu'un c'est un anticonformiste. C'est un petit peu aussi pour ça que j'apprécie un personnage comme Captain America de la saga du MCU, parce que d'une certaine manière, les deux voilà, sont capables de sortir des lignes qui leur sont fixées, de sortir du cadre dans lequel on leur demande d'évoluer, pour servir un intérêt, voilà, majeur. Donc, c'est quelqu'un qui est prêt à prendre tous les risques pour sauver les personnes qui comptent pour lui. Donc voilà, moi j'adore ce personnage d'Ethan Hunt. Certes, il est sans doute trop omniprésent dans cette saga, mais voilà, le personnage, il est tellement attachant, il est tellement intéressant que, écoutez, moi, c'est pas un souci pour moi. Donc, en plus, dans ce film-là, encore une fois, on retrouve. Alors, c'est plus Lorne Baffle qui est en charge de la bande originale, hein. C'est un duo, je crois, c'est Max Arouge et Alfie Godfrey, qui sont en charge de la bande originale, qui est très très bonne, hein. Encore une fois, voilà, ça, ce que j'adore avec le cinéma Tom Cruise, c'est un petit peu le cinéma des années 80-90, mais avec le budget d'aujourd'hui, les technologies d'aujourd'hui. Et c'est un souci, au niveau, voilà, du montage, de la mise en scène, de la photographie, et également d'une bande originale à chaque fois de ouf, hein. Donc bien sûr, il y a le thème principal de Mission Impossible qui est réutilisé comme dans tous les opus, et qui est, est actualisé, par rapport à ce huitième film. Mais il y a plein d'autres thèmes qui sont très très bons. Alors, voilà, moi j'adorais Lorne Baffle, mais moi, j'ai trouvé que globalement, ce duo-là de compositeurs, ils ont quand même fait le travail. Alors, il n'y a pas. Voilà, c'est pas forcément une bande originale que j'écouterai en boucle à la maison, mais quand je regardais le film, quand j'ai vu le film au cinéma, j'étais emporté quand même par cette bande originale qui était vraiment
heu, ouais, qui était parfaite, hein, qui savait surligner là les moments forts, que ce soit les moments d'action ou les moments d'émotion et qui savait parfois aussi, voilà, s'effacer, heu, voilà pour, Heu, voilà, parce que c'est vrai que j'aime pas forcément quand on a une musique omniprésente et c'est vrai qu'elle sait parfois s'effacer pour des moments qui ne requièrent pas forcément, une musique, tonitruante donc voilà, franchement tout est bah, encore une fois, ce Mission Impossible, c'est un film qui a été fait, voilà, avec amour. Alors encore une fois, hein, sans doute pour les médisants, à la gloire de Tom Cruise, mais voilà, mais c'est le principe de ces missions impossibles, hein, on pourrait même, voilà, ça c'est missions impossibles, hashtag, voilà, Ethan Hunt, hein, ça c'est sûr, hein. L'équipe, elle est accessoire, hein. Il fait tout le boulot, hein, mais on l'aime pour ça. J'adore Tom Cruise. Maintenant, voilà, ce qui va être intéressant, c'est qu'il va peut-être pouvoir se consacrer à d'autres films. Hem, mais c'est vrai que là, ça fait quand même 8 films en quelque chose comme 30 ans, hein, pratiquement. Je crois que cette saga, elle aura 30 ans l'an prochain, donc ça fait quand même beaucoup et c'est vrai aussi que, et beh, on aimerait voir Tom Cruise dans d'autres films, et sachant que c'est un excellent acteur, hein, donc voilà, ça va peut-être voilà, le fait qu'il passe, on va dire, le flambeau à une autre équipe, à d'autres personnages de 1er plan, bah, ça va permettre de le voir sur autre chose, hein, peut-être, on verra, hein, sur, le reboot de la saga Jour de tonnerre ou d'autres choses très, très cool et j'espère aussi qu'on aura l'occasion de le voir dans des rôles aussi forts comme on avait pu le voir comme dans, voilà, Né un 14 juillet, où, voilà, il a fait tellement, tellement de rôles. Enfin, Né un 14 ju non, Né un 4 juillet, oh là là, ouf! Mais voilà, Tom Cruise, ça serait difficile là de lister tous les films excellents, hein, mais c'est vrai que voilà, depuis, voilà, en tout cas sur la dernière décennie, il a quand même fait, bah, essentiellement comme ça là des missions impossibles, hein, et donc, voilà, on aimerait le voir dans autre chose, hein, sachant que, entre les missions impossibles, bon, il y a eu Top Gun qui était excellent, mais après, Barry et ça c'est pas terrible. La Momie, c'était pas terrible, Jack Reacher, c'était pas terrible. Il faut revenir à 2014 avec, Edge of Tomorrow qui était excellent, 2013 Oblivion qui était très, très cool, mais voilà, c'est vrai que, malheureusement, voilà, ça a quand même, c'est les délais de production de ces Missions Impossibles, bah, a quand même fait que, bah, sur les 15-20 dernières années, heu, l'essentiel comme ça de ces gros films, ça a été sur ce type, sur les films de cette saga que j'apprécie, mais j'aimerais maintenant, voilà, le voir dans autre chose. Donc voilà, The Final Reckoning, bah, j'ai kiffé, j'ai plutôt bien kiffé, moins que le Dead Reckoning, mais je le recommande. Ce sont des films à voir au cinéma parce qu'il y a une ampleur cinématographique de ouf. Voilà, la musique, l'ambiance sonore, la photographie, tout, enfin, c'est à voir au cinéma, hein. La scène de sous-marin, la scène des avions, si vous la voyez à la télé, ça sera pas du tout le même rendu. D'ailleurs, ces films-là, moi, je les aime presque qu'au cinéma, puisqu'à la télé, on perd, le grandiose de toutes ces séquences et finalement, bah, du coup, on retombe sur un film qui enchaîne, bon, bah, voilà, certains poncifs et et c'est vrai que dans certains opus, par contre, il peut y avoir une overdose comme ça de scènes d'action qui s'enchaînent et qui peut, finalement, moi, me saouler s'il n'y a rien d'autre, hein, donc bah, je vous recommande d'aller voir ce dernier Mission Impossible. Vous ne serez pas déçus. Votre billet de 10 ou 15 €, bah, vous le rentabiliserez, ça, c'est certain. Et bah, écoutez, je vais laisser le mot, la fin à mon Tikouille, hein, Tiki d'amour. Alors mon Tiki, est-ce que tu as aimé, Ethan Hunt et son dernier Mission Impossible?
Ah oui, ah, c'était vraiment une véritable dinguerie. Ah, j'ai adoré la scène avec le sous-marin. Qu'est-ce que j'aurais aimé moi aussi mettre un scaphandre et plonger à côté de lui, mais c'était complètement ouf. Puis en plus, dans les Missions Impossibles, mais non, mais il y a des nanas de ouf. Non, mais Tiki, quand même, t'as plus l'âge. J'aurais bien mis un coup de bec. Oh, arrête, c'est bon, Tiki, si c'est comme ça, je te donnerai plus la parole. Petit vicieux, hein. Eh bien, écoutez, les amis, c'est tout pour cette petite vidéo et je vous dis à très, très bientôt.